Bonjour et bienvenue sur Véganarchisme inclusif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie de dons ou un monde de solidarité sans argent. Prenons le temps de nous pencher un moment, plus particulièrement sur la question de l'argent. Comment nous en sommes arrivés à cette société capitaliste dont on sait qu'elle n'est profitable radical profit, qu'à celles et ceux, une poignée d'hommes et de femmes, qui en tirent de gigantesques profits, justement, et mènent la grande vie. Comment des milliards d'individus, plus ou moins pauvres, plus ou moins exploités, ont pu et peuvent accepter, voire encourager, ces systèmes financiers qui génèrent misère, pauvreté et souvent aussi des guerres atroces. Comment celles et ceux qui n'ont rien, ou presque rien, se trouvent dans l'acceptation la plus totale de cet abus sans commune mesure à leur égard. Quelle déconstruction de taille ils, elles, devront opérer dans leur esprit engourdi par tant de siècles de servitude pour ne serait-ce qu'imaginer qu'un monde sans argent est possible, tout simplement possible. Peut-être convient-il de faire un bref historique relatif à la monnaie pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je tiens à préciser que je ne suis ni économiste ni historien, mais j'ai pu réaliser ce résumé grâce au recours à quelques lectures et visionnages de documentaires sur le sujet. Je remercie par avance les spécialistes du genre de me corriger le cas échéant. Au temps du préhistorique, comme d'ailleurs dans les sociétés primitives d'aujourd'hui, l'argent n'existait pas. On peut imaginer une autonomie des individus dans le sens où chacune et chacun devait être capable de confectionner les outils nécessaires à sa vie dans la nature. Il semblerait que le processus conduisant à la naissance de l'argent ait germé au néolithique, lors des premières cultures et des premiers élevages d'animaux. Selon l'on croit les textes des naturiens du début du XXe siècle, on peut s'interroger sur la nécessité de cultiver la terre, alors que cette dernière, selon eux, offrait de la nourriture en abondance et sans effort, en tout cas bien moins qu'en la cultivant. Ce fut la fin du nomadisme et le début de la sédentarisation, en même temps que celui d'une oppression des sédentaires sur les nomades, oppression qui existe encore aujourd'hui par exemple contre les gens du voyage. Déjà mûrissait chez certains le plaisir de posséder un espace géographique pour le cultiver et où faire paître ses animaux. C'est aussi à cette époque que commençaient les inégalités sociales entre ceux qui s'étaient octroyés les terres et ceux qui n'en possédaient pas. Ces derniers, pour survivre, devaient offrir leurs bras, leur force de travail. Au fil du temps, ils sont devenus les esclaves dans l'Antiquité, les serfs au Moyen-Âge, tandis que les possédants se sont autoproclamés supérieurs, de sang pur, plus proches de Dieu, en un mot, nobles. Ce, jusqu'à ce que des révolutions, apparemment populaires, mais en réalité récupérées par les bourgeois pour leur propre compte, éclatent, venant changer la donne, déposséder la noblesse de ses biens pour se les accaparer, ne laissant rien ou peu aux paysans, ce qui n'abolit nullement misère et exploitation. Et là n'était pas le dessein des bourgeois. Mais faisons un grand pas en arrière dans le temps. La majeure partie des gens croient que la monnaie a été créée pour simplifier le troc. Cela ne semble pas tout à fait exact, mais la création de la monnaie, ou des monnaies, est contemporaine du commerce international remontant à l'Antiquité. Lors de ces époques, des commerçants itinérants proposaient des produits de leur région à des populations habitant de plus ou moins lointaines régions qui n'en avaient pas, comme le sel ou les plantes aromatiques, des étoffes rares, etc. Seulement, ces commerçants ne souhaitaient pas échanger et faire du troc, mais plutôt faire du profit sur ce qu'ils vendaient, d'où l'intervention de la monnaie. C'est d'ailleurs aux nobles et riches qu'ils proposaient leurs produits. On peut imaginer que les pauvres ont eu accès à la monnaie pour payer des taxes, des amendes, des impôts. Si les pièces de monnaie avaient une valeur, disons, quantifiable, généralement avec l'or qui servait de référence, l'apparition des billets de banque, du papier illustré, ne fut pas acceptée lors de son apparition vers 1560 pour l'Europe et 1000 pour la Chine.
les gens comprenaient difficilement qu'un simple morceau de papier puis avoir une quelconque valeur monétaire, valeur que les banquiers, eux, leur attribuaient aisément. Aujourd'hui, les comptes bancaires ne sont que des lignes d'écriture, des rapports comptables. Certes, pour les clients et clients, forcés de se conformer au changement, puisqu'un compte bancaire est obligatoire pour percevoir un salaire, par exemple, l'argent qu'elles ont sur leur compte représente une réalité tangible. C'est ce qu'elles ont gagné d'une façon ou d'une autre. Par contre, cet argent, s'il est passé, peut rapporter encore plus selon les taux d'intérêt. C'est une opération fictive, un simple jeu d'écriture. Si la banque accepte un emprunt, il ne s'agit là encore que d'un simple jeu d'écriture sur votre compte bancaire. Elle ne crée rien, elle ne perd rien, elle ne prête rien de concret. En réalité, mais c'est rien, c'est cette simple ligne d'écriture, vous devez non seulement la rembourser, mais également vous acquitter des intérêts dont le montant, souvent exorbitant, est déterminé par la banque. La Banque centrale ne sera jamais en manque d'argent puisque c'est elle qui détient le monopole de la planche à billets. En fait, l'argent c'est le néant et c'est ce système inique qui fonctionne tant pour les particuliers que pour les États endettés. Qu'en est-il du travail, dont l'étymologie montre une racine commune avec le mot torture? Dans l'Antiquité notamment, il n'était nullement nécessaire de valoriser le travail puisqu'il était à la charge des esclaves, tant méprisés par leur maître. Au contraire, c'était plutôt le fait de ne pas travailler et de faire travailler les autres qui se trouvaient valorisés. Alors, seuls les hommes libres pouvaient participer aux agoras d'Athènes ou de Sparte. Au fil du temps et des révolutions, les esclaves sont devenus salariés. On leur a fait croire qu'ils avaient gagné en liberté, et pour les amener, comme par le passé, à accepter leur exploitation, toujours bien réelle, c'est le concept de travail qui s'est trouvé désormais mis sur un piédestal, devenant une valeur morale positive, voire indispensable pour être estimée. Ainsi, la travailleuse ou le travailleur, quel que soit son emploi, sera toujours moins mal perçu que celui ou celle qui ne travaille pas ou qui n'a pas les moyens de faire travailler les autres. Nous parlons, vous l'avez bien compris, des chômeuses et des chômeurs, d'autant plus qu'on les accuse vite de profiter du système avec l'octroi mensuel de quelques misérables miettes de gâteau pour vivre. Non, même pas pour survivre. Les peuples se montrèrent beaucoup plus cléments, voire reconnaissants à l'égard de leurs esclavagistes, qui récoltent énormément plus d'argent et auquel revient ce si grand mérite de nous maintenir dans cette servitude salariale. Outre leur reconnaissance par la société, certains travailleuses et travailleurs ont droit à la médaille du travail. L'esclavagiste nommé patron ou chef d'entreprise ne recule devant aucune hypocrisie, aucune mascarade pour parvenir à ses fins, exploiter un maximum sans être importuné par les éventuels contestataires. Le travail permet de gagner plus ou moins d'argent, argent qui permet d'acheter des biens ou des services pour vivre. Sans travail, de toute évidence, la vie devient bien difficile par manque d'argent. Les travailleuses et travailleurs se trouvent bel et bien pieds et mains liés et contraints de travailler car la menace est toujours là implicite. Le tour étant joué et bien joué pour que l'on rentre tête baissée dans ce système inique. On le sait, mais on fait semblant de rien, que ce sont bien celles et ceux qui ne produisent pas, mais possèdent, spéculent, les patronnes et patrons, les actionnaires, les investisseuses, investisseurs, oui, ce sont elles, eux, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, en résumé, le travail est, au cours du temps, devenu un moyen de reconnaissance sociale, qui, bien qu'artificiellement, permet au peuple de se procurer via l'argent le minimum dont elles ont besoin, système inique et profondément injuste. Ce sont les travaux les plus pénibles qui sont les moins bien payés. Accessoirement, le travail apparaît comme utile à la bonne marge de la société en proposant des biens et des services à la communauté, des humains, contre de l'argent bien sûr. L'adverbe accessoirement n'est peut-être pas là par hasard, car ce qui devrait être et ce qui est le plus important est perçu par presque tous et toutes comme quelque chose d'extrêmement secondaire. C'est de ce modèle, certes ancien et ancré dans nos habitudes, qu'il faut se défaire. Il faut le déconstruire en chacun d'entre nous. La tâche en sera facilitée
si nous nous sommes débarrassés de l'État pour un fédéralisme libertaire, ainsi que du patronat des actionnaires pour une autogestion dans les lieux de travail, comme cela a déjà été évoqué. Il ne faudra en aucun cas changer ce système capitaliste pour revenir au troc ou à des systèmes d'échange locaux, SEL. Tout simplement parce que ces systèmes accordent une valeur plus ou moins grande aux biens et aux services, exactement comme le système capitaliste planétaire. Ils reproduisent à petite échelle les mêmes erreurs et les mêmes inégalités. À cet instant de notre développement, on peut s'interroger sur la pertinence ou non des écarts importants de salaire entre professions différentes. Beaucoup trouveront logique qu'une profession qui a nécessité de nombreuses années d'études corresponde à de meilleures rémunérations, qu'un métier qui requiert beaucoup moins de temps d'études, moins de diplômes, voire un emploi qui n'en nécessite aucun, et en quoi serait-ce logique selon vous? Pendant qu'une étudiante ou un étudiant qui en médecine, qui en droit, etc., passe leur temps à l'université à emmagasiner de multiples connaissances et savoir-faire, construire des réflexions, d'autres jeunes, moins compétents quant aux études longues, s'échinent dans des usines, des chantiers ou d'autres lieux de travail depuis longtemps déjà. En quoi travailler plus tôt impliquerait-il automatiquement un salaire inférieur à une profession requérant de longues années? De la même façon d'ailleurs, en quoi une profession requérant de longues années impliquerait-elle un salaire inférieur à un métier nécessitant des études courtes? Mais comment donc, dans une société sans argent, sans argent est-elle possible? Comment sera-t-elle gérée? Certains se sont penchés sur la question comme l'anarchiste russe Piotr Kropotkin au début du XXe siècle. C'est à lui que l'on doit l'expression « économie des dons ». Cette société peut se mettre en place dès demain si nous supprimons dans notre esprit ce rapport travail égale argent égale consommation diverse et reconnaissance sociale par travail égale union et consommation diverse. Notons cependant que dans cette nouvelle approche du concept travail, l'expression même n'est plus adéquate et nous lui préférons d'ailleurs l'expression contribution volontaire à la société. Une contribution basée sur la confiance, il n'est pas question de contrôler le nombre d'heures travaillées pour savoir si on peut prétendre à tel bien ou tel service. Concrètement, cela ne provoquera pas nécessairement un bouleversement dans la façon de travailler. Bouleversement, il y aura, mais il se situera à un autre niveau, comme nous l'avons vu, autogestion totale, même dans la gestion de son temps de travail. Chacune et chacun continuera à s'activer à sa tâche. Elle, il, ne sera donc plus rémunéré, mais quelle importance puisse-t-il pourra s'offrir tout ce qu'elle, il désire, dans la limite du raisonnable, afin de ne pas épuiser rapidement les ressources de la terre et de ne pas exiger une production intense à autrui. Des sites internet nous informeront sur les réserves en matières premières à notre disposition. Il est évident que nous en aurons fini avec l'obsolescence programmée et que les appareils ménagers, informatiques, téléphoniques, etc. seront construits pour durer longtemps, ce pour des raisons écologiques et sociales évidentes. Bien sûr, tous les métiers liés directement à l'argent disparaîtront, comme le secteur bancaire, celui des assurances ou des prestations financières sociales. Les commerces auront toujours leur place, mais ils ne se retrouveront plus que les entrepôts où venir se servir. Seules les caissières auront disparu, mais il y aura toujours des personnes pour l'approvisionnement ou pour renseigner les clients. Des services aujourd'hui qualifiés de non rentables réapparaîtront peut-être. Ce bouleversement signifiera également la fin de la désertification dans les zones rurales. Nous pouvons imaginer le retour de l'artisanat là où des volontés se manifesteront. Artisanat dans la fabrication d'objets. Des ateliers de construction pourraient être implantés ici et là pour répondre à des besoins locaux. La propagation des imprimantes 3D deviendra nécessaire. On nous rétorquera sans doute que plus personne n'acceptera d'effectuer une tâche pénible ou ingrate. C'est sans doute vrai. Mais pour pallier à cela, seront mis en place dans les communes des roulements afin que tout à chacun, s'il est valide, y participe à un moment de l'année.
Le développement de la robotique pour mettre fin au travail répétitif dans les usines sera une des priorités. À vous d'imaginer la bruit qui va avec. L'économie de don, pour paraphraser une publicité des années 80 lors du lancement de la Twingo. À ce propos, les publicités n'existeront plus car elles n'auront plus aucune raison d'être. Elles ne pollueront plus nos écrans, nos paysages, nos journaux, notre environnement, bref, notre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.